Spa 2018, Singapour 2019, un peu plus d'un an et 382 jours à attendre entre deux victoires. C'est long, mais c'est long, surtout pour un champion du monde qui a dominé dans le passé avec Red Bull, qui est aujourd'hui pilote pour Ferrari. Oh, c'est long, mais c'est long, mais c'est long. Plus long que ça, tu meurs. Waouh. 382 jours. Ça va faire des envieux. Oh oui. Oh là là. 382 jours. Qui l'eût cru quand même? 382 jours à attendre entre deux victoires. Bonsoir, bonjour, ça dépend quand vous regardez la vidéo. Et salut à tous. On attaque une nouvelle partie de la saison pour une tournée asiatique avec un petit détour par le Caucase avant de finir par la tournée américaine et la finale à Abu Dhabi. Pourquoi tant de haine? Abu Dhabi surtout. Oh là là. D'ailleurs, le calendrier idéal pour la Formule 1 n'existe pas vraiment et je l'évoque sur le site du debriefing où vous pouvez accessoirement retrouver l'adresse en description et à la fin de la vidéo. Et d'ailleurs, je vous invite à aller lire les derniers articles qui sont en ligne où j'évoque le futur film Le Mans 66 qui sort au mois de novembre. Ouais, parlons un peu de cinéma d'endurance. Et aussi sur le fantôme Michael Schumacher. Et sachez que ce ne sont que des avis personnels, et si vous en avez d'autres qui sont à l'inverse des miennes, n'hésitez pas à les commenter, vous êtes les bienvenus. Et on va parler du Grand Prix qui a eu lieu. Soyez les bienvenus dans le débriefing du Formule 1 sur le Grand Prix de Singapour. Moteur! Premier Grand Prix nocturne de la F1 en 2008 et 15e rendez-vous de la saison 2019, Singapour et son tracé urbain de Marina Bay qui fait partie de l'un des plus sélectifs qui existent. Rapide comme lent, large comme serré, et ses trois zones de DRS. Il y en a. Pourquoi avoir rajouté une troisième zone de DRS? Récemment, on a eu des courses où les zones étaient un peu allongées, où on supprimait cet aileron mobile accessible pour les pilotes. Et là, on en rajoute un troisième. Remarquez, ça a un peu servi en course. Et ce tracé de Marina Bay, il est question de le modifier à l'avenir. Car la tribune des virages 17 et 18, lieu du fameux Crashgate Renault Piquet Briator Company, pourrait disparaître, mais vers début 2022, même janvier 2022, ce qui pourrait donc laisser place à une grande ligne droite, mais comme le contrat entre Singapour et la Formule 1 se termine en 2021, on peut laisser des doutes. Mais honnêtement, se passer de ce Grand Prix serait une erreur personnellement. Et également depuis le premier Grand Prix, nous avons toujours eu au moins une safety car le dimanche. Et ce n'est pas étonnant puisque les erreurs sont faciles et on a pu le voir encore ce vendredi et samedi avec Valtteri Bottas, Alexander Albon et Sergio Perez pendant les essais qui ont fini ou alors ont tapé dans le mur. Et il faut dire que la limite est inexistante sur ce tracé. Si on rajoute la fatigue, la chaleur, l'humidité, plus la pollution venant des incendies d'Indonésie qui se rajoute à tout ça, sacré mélange. Sacré mélange. Et les limites, je pense qu'on les a atteints déjà dès la qualification. Attention, on n'est pas sur celle des essais, on parle de celle de dimanche. Que celle qu'on doit atteindre que le dimanche. Eh ben, on les a eu déjà le samedi. Parce que parlons-en de cette qualification qui a envoyé du lourd. La Q1 et la Q2 étaient déjà tendues au vu des chronos entre les Ferrari et les Mercedes. Même si Red Bull essayait de se faire une place. Ils ont essayé, ils n'ont pas vraiment réussi. Et toute cette tension, elle s'est libérée en Q3. Avec un gros
tour de Vettel dans la première partie de cette dernière. Et même Charles Leclerc qui se place deuxième, les Ferrari ont quand même mis un écart en Mercedes de 1 seconde. 1 seconde au Mercedes. Normalement, c'est l'inverse. Normalement, c'est Mercedes qui met 1 seconde à la concurrence. Cette fois, les rôles ont été inversés. Et ce n'est que le début. C'était déjà fou. On s'est dit, c'est bon, Vettel est de retour aux affaires, personne ne peut aller le chercher. Sauf que le deuxième run arrive, et c'est celui qui va compter comme la plupart des moments en qualification. Sauf que celui qui va décrocher la pole position va le faire dans un tour de caviar. Comment dire, même le meilleur pilote du monde ou le meilleur sim racer sortirait ce tour. Même vous, sur votre console, vous pourriez faire pareil. Et ben il y en a qu'un qui l'a fait. Une voiture rouge frappée du numéro 16, celle de Charles Leclerc, pour sa 5e pole de sa carrière, la troisième de suite, en 1 minute 36 secondes 217 millièmes. Le top 5 de la grille est en train de s'afficher, et en description, je vous mets la caméra embarquée du pilote monégasque. Vous castez ça sur votre télé, vous mettez le son à fond, c'est une merveille. Ça passe au millimètre. C'est... Waouh! Magnifique, beautiful. Y a pas de mots. Et pourtant, il commet de petites erreurs. Un peu de sous-virage. Et il te fait péter un chrono. C'est du caviar ce tour. Regardez-le. C'est du caviar. D'ailleurs, la première réaction que j'ai eue quand j'ai vu ce tour, ça m'a, je vous le dis, ça m'a fait penser à un sketch de Jean-Marie Bigard quand il filme une gestuelle avec, vous savez, les gros biceps et le gros paquet de couilles qui va avec. Tu mets celle de Vettel et d'Hamilton à côté, il n'y a pas assez, hein. Même avec celle de Magnussen, il n'y a pas assez. Il n'y a pas assez. Ce que nous a sorti Leclerc, on n'aura pas mieux. Plus tard dans la nuit, on apprendra que la FIA fait nuit blanche, pour changer, et va déclasser Daniel Ricciardo, parce que ce dernier, avec sa chrono, va dépasser la puissance de son MGUK, son système de récupération d'énergie, et que cela s'est vu pour une microseconde. Une microseconde, c'est ça. 0,000000001 converti en une seconde. C'est ça, une microseconde. Et franchement, on appelle ça du génie. Se faire disqualifier pour une microseconde à la noix, ah, c'est fort. C'est très fort. Oh, les génies. Eh, la réalité est que Renault a expliqué que Ricciardo aurait bénéficié d'un avantage. On le voit l'avantage de la microseconde. Et cet avantage dans ce temps précis par un passage sur un vibreur, ce qui a fait pousser la puissance du MGUK au-dessus de sa limite des 120 kW et dans son tour le plus lent en Q1. Voilà l'explication. Ouais. Je pense que l'excuse nous est venue de Cyril Abitboul. Allez, une des plus dans la collection, tant qu'à faire. Ricciardo dernier sur la grille, laissant seul Nico Hülkenberg face au McLaren et Antonio Giovinazzi devant pour le départ. Est-ce qu'il va s'en sortir l'Allemand? Est-ce qu'il s'en est bien sorti d'ailleurs? Oui, il s'en est bien sorti. Faut pas s'inquiéter pour lui. Il est viré de Renault, mais il s'en est bien sorti, hein. Voilà. Au moins lui, il s'en est bien sorti, contrairement à George Russell. Mais bon, au départ de la course, déjà, on a perdu Franck Montagny. Ah ouais, oui, quand on regarde sur Canal+, on a vu que ce week-end, on n'avait pas Jacques Villeneuve, malgré la chemise. On avait Franck Montagny. Et oui, on l'a perdu dès le départ. Il parlait tellement fort qu'on n'entendait plus Julien Febvre prendre le premier tour. Oh, il était à fond. Je sais pas qu'est-ce qu'il a pris, mais il était à fond.
Et pourtant, il n'y avait pas de quoi monter au rideau parce que la course, elle a démarré doucement et sincèrement, ça s'est vu. Ça s'est vu, mais attends, comment te dire ça? Quand tu commences à avoir George Russell qui tourne plus vite que les autres, oui, George Russell sur la Williams. Oui, la Williams, les lanternes rouges de la grille. Eh ben, quand tu vois ça, soit tu dis que tout le monde roule au frein à main, ou alors la FIA s'est gourée hier en pénalisant Ricciardo. On sait pas. C'était pas Ricciardo qui fallait pénaliser, c'était les Williams. Attends, une Williams qui tourne plus que les autres. Apparemment, ça peut arriver. C'est un peu salaud avec Williams, mais vous verrez que plus tard, ils auront leur revanche quand même. Et pour revenir à Ricciardo, encore lui, il va commencer à remonter en forçant de temps en temps le passage, même si sa course finira un peu mal avec une crevaison vers la mi-course, même après la mi-course. Et de plus, la course, elle a du mal à décoller. Tellement du mal à décoller que la réalisation va filmer la lutte entre Kimi Räikkönen et Robert Kubica pour la 15e place. Ah bah dis donc, je pensais qu'en Italie c'était... Voilà quoi. Mais là... Oh remarque, des batailles dans le peloton, on va pas s'en plaindre. Mais là on se dit que c'est mal parti. Mais Sebastian Vettel, tout comme Max Verstappen, vont s'arrêter pour leur unique changement de pneus, vu qu'ils repartent en dur. Et alors que Leclerc se fait chasser par Lewis Hamilton depuis le début de la course, le Monégasque s'arrête un tour après Vettel. Et à la sortie, bah c'est la surprise. À la sortie, c'est la surprise, parce que Vettel va passer devant Leclerc. Undercut. Et quelques tours après, c'est Bottas qui s'arrête, mais pas Hamilton. Non, Hamilton s'est pas arrêté. Vettel s'est arrêté, Verstappen aussi. Il y a eu Leclerc, il y a eu Bottas. Il n'y a pas eu Hamilton. Et ben l'anglais est resté en piste. Il s'est vu obligé, s'il voulait rester au plus près des Ferrari. Il n'a pas eu le choix. Il devait rester en piste. Et le seul qui arrive à rester au contact des voitures rouges, et ben c'est Bottas, parce qu'il s'est arrêté quelques tours après Vettel. 5 tours après Vettel, il s'est arrêté, Bottas. 5 tours. C'est bien simple. Voyez l'infographie des arrêts au stand des 5 premiers pour vous expliquer ce qu'il a joué. Vous voyez que Hamilton a mis trop de temps à s'arrêter. Bon, c'est pas la faute d'Hamilton, ça serait plutôt la faute de son équipe. Mercedes a trop tardé pour l'arrêter. Je ne sais pas pourquoi ils ont merdé comme ça. Eux qui étaient comme outsiders sérieux de Ferrari qui auraient pu jouer la victoire, ils se sont plantés. Mais largement. Ils se sont plantés largement. On aurait dit des stratèges de Ferrari. Ah, bah non, c'est ça. Bah non, c'est con. Pour le dire, c'est con. Mercedes et Ferrari se sont échangés les stratèges le temps d'un week-end. Ah, bah voilà, tout s'explique. Non, blague à part. Mercedes s'est totalement planté en course. Je crois même, je suis pas sûr, que la consigne à Bottas de ralentir pour que Hamilton reparte devant lui. Je suis pas sûr de ce que je vous dis, attention. Si Wolff et son staff n'étaient pas sereins pour passer une consigne pareille, ça veut tout dire. Bon, avec tout ce choix stratégique réussi, on en oublierait même l'instant intemporel de la course. Alors, vous asseyez, vous écoutez bien ce que je vais vous dire. Antonio Giovinazzi en tête de la course avec son Alfa Romeo pendant 4 tours. C'est bon, vous avez enregistré? C'est pas fini. Et derrière lui, Pierre Gasly qui avait une stratégie risquée en étant le seul à être parti en pneu dur. Et ça, c'est fort. C'est très fort. Même s'il a fini 8ème, il s'est montré. Helmut Marko désapprouve ce moment. Salut Helmut. Et pour revenir à Giovinazzi, et merci aux copains de Forum F1 FR qui sont de vrais historiens. Et ouais, on a nos propres Alain Decaux. Ils ont réussi à nous rappeler que la dernière fois qu'une Alfa Romeo a mené un Grand Prix de Formule 1, c'était en 1983 à Spa-Francorchamps avec Andrea de Cesaris.
Eh ben mon vieux, ça ne rajeunit pas tout ça. 1983, 2019. Eh ouais, on a attendu longtemps, très longtemps, trop longtemps, trop longtemps. Mais bon, l'instant de gloire de Giovinazzi n'aura pas duré. Mais malgré tout, je pense que ça va le sauver pour l'année prochaine. On y reviendra un peu plus tard dans la revue de presse. Et c'est à ce moment qu'on se dit qu'une safety car fera du bien pour qu'on garde la statistique des 100% de SC à Singapour. Bon, d'autres disaient non, et bon, respectons un peu les traditions, messieurs, quand même. Une safety car pour faire plaisir, surtout à Singapour. On est habitués. Eh bien, heureusement que Romain Grosjean et George Russell se mettent d'accord à ce sujet, vu que le premier va pousser le second dans le mur. La FF Loose approuve le moment. D'ailleurs, ce sont bien les seuls. Et d'ailleurs, ils ont mis du temps à la sortir de cette safety car. Ils ont tellement mis de temps que quand j'ai vu les voitures arriver juste avant, je me suis dit c'est pas possible, il va y avoir encore un accident terrible. Et même que Antonio Giovinazzi, encore lui, va se prendre 10 secondes de pénalité à la fin de la course. Ça va rien changer au résultat, mais c'est quand même pris 10 secondes pour avoir mis en danger les commissaires. Ah oui, mais attendez, vous avez tardé à la direction de course pour la sortir la safety car. Vous avez trop tardé. Première sortie et donc première entrée, mais ça va pas durer bien sûr parce que Stroll va nous stroller. Et puis Sergio Perez va tomber en panne en plein milieu de la piste. Et ouais, les Racing Points se sont illustrés. Deuxième safety car. Deuxième rentrée. Et comme cela ne se faisait pas, car comme on dit jamais 2 sans 3, voilà que Daniel Viat Torpedo va mettre gratuitement Ota Kimi Raikkonen. Troisième safety car. Et n'empêche, il y avait un truc qui nous avait bien manqué. Ce sont les relances de Vettel. Ça nous avait tellement manqué que 3 relances de Vettel, 3 fois que l'Allemand dépose son coéquipier. Et il a tout fait en long, en large, en travers. Il a tout fait. Il a vraiment maîtrisé là-dessus. Là-dessus, on pourra pas lui reprocher. La relance, perfecto. Et en plus, pendant ces périodes de safety car, on a eu quelque chose qu'on verra dans pas longtemps dans le tour des équipes. Et ça, merci la FOM. C'était sympa à écouter. En tout cas, le podium s'affiche après 61 tours et des heures de course. Victoire de Sebastian Vettel qui mène un double Ferrari devant son équipier. Max Verstappen pour conclure ce podium devant les deux Mercedes d'Hamilton et de Bottas. Kevin Magnussen qui termine quand même dernier, c'est le meilleur tour mais sans ramener le point. Et non, le point du meilleur tour c'est pour les 10 premiers. A savoir que c'est le deuxième podium de la saison où il n'y a pas de Mercedes. Et accessoirement, Ferrari est la première équipe à signer un doublé à Singapour. Bravo à eux. Et d'ailleurs, on va continuer avec eux parce que je voudrais pas être au moment où j'écris ces lignes et au moment et même après où je vous dicte cette vidéo. J'aurais pas voulu être au débriefing d'après-course de l'équipe. Eh ben, je vous l'ai dit, pendant les moments de safety car, grâce à la FOM, on a eu les échanges radio entre Charles Leclerc et son stand. On a senti le monégasque très en colère de ne pas savoir pourquoi il est derrière son valet de chambre. Oui, j'exagère sur le propos, mais il faut se rendre compte de l'évidence. Leclerc, en peu de temps, même en très peu de temps, a pris le leadership chez la Scuderia avec 2 victoires en 2 courses. Et alors qu'il était en tête devant Vettel, et ben il ne comprend pas pourquoi il est arrivé derrière l'Allemand. Il ne l'a pas compris. Peut-être que là, oui, il a sûrement compris, vu que c'est un pilote qui est encore jeune et qui fait beaucoup d'autocritique. Là-dessus, c'est un avantage pour lui, mais attention, ça peut être un inconvénient par la suite. Parce que ça se voit de toute façon. Leclerc, il a faim, il en veut plus, et il s'est senti un peu trahi par son équipe de cette deuxième place. Mais voilà, il doit apprendre à être derrière son coéquipier, et ça viendra sur le long terme. Même sur le très court terme. Ça va sûrement se voir à la prochaine course à Sochi, le week-end prochain. Oui, on roule déjà le week-end prochain. Du côté des Mercedes, ça vient de Toto Wolff, il fait un aveu. Ils se sont plantés. Voilà.
Il n'y a presque pas autre chose à dire. Il est tout résumé. En 4 mots, si on compte le c'est dire on s'est planté. Et pourtant, ils étaient présents ce week-end des flèches d'argent. Faut dire que se prendre une seconde en qualification par les autres, déjà, ça fait mal quand on n'est pas habitué. Je n'irai pas plus heureux, ils sont passés à côté de leur week-end et franchement, c'est dommage. Là où on n'attendait pas Ferrari, eh ben, on n'attendait pas Ferrari, voilà. Et ça, Mercedes l'a très bien appris. Je pense qu'ils vont se réveiller pour la prochaine course. Sochi, je sais pas, mais peut-être qu'au Japon, il y aura un regain de performance. Peut-être. Red Bull, troisième force du plateau. Bon outsider, et ils ont réussi à tirer leur épingle du jeu avec ce podium de Verstappen. Et surtout la bonne place d'Alexander Albon qui découvrait le tracé de Marina Bay. Ça s'est bien vu au Libre 2 où il a oublié de tourner. Hein. Il s'est trompé de virage. Oh, ça arrive, hein. Et d'ailleurs, j'avais dit que je les attendais au tournant à Singapour au nombre de points marqués. Alors, faisons les comptes avec le duo Verstappen-Albon depuis le Grand Prix de Belgique. Ça donne 10 points à Spa-Francorchamps, 12 à Monza et 23 points à Singapour. Ce qui nous fait un total de 45 points depuis l'arrivée du pilote thaïlandais. Eh ben, ça a l'air d'être pas mal. Ça semble être un bon choix finalement. J'ai refait quelques calculs avant, attention. Là où ils ont quand même marqué beaucoup sur 3 courses. Après, c'est pas les mêmes conditions. Mais pour l'instant, ça semble être le bon choix pour l'équipe autrichienne. Et vous savez quoi? On en reparlera à Suzuka, puisqu'on aura 5 courses. Il y a aussi en revue de presse juste après, manquez pas ça. Par contre, côté points, McLaren n'est pas verni. Et pourtant, la 7ème place de Norris, qui passe encore inaperçu. Et oui, Norris encore 7ème. Et oui, Norris qui signe encore un bon résultat pour McLaren. Si, quand tu es 7ème avec une McLaren, en ce moment, c'est un bon résultat. Ça fait 3 courses où l'équipe de Woking est en demi-teinte. Quand on voit aussi la course qui a été compliquée pour Sainz. Et que dire de Renault? On l'a évoqué en début de vidéo avec Ricciardo et sa disqualification. Et la maigre consolation de la 9ème place d'Hülkenberg, pilote sortant de l'équipe. Après, avec des si impératrices. Merci Formé fin FR. Après, si les voitures étaient sur leur place avant la disqualification de Ricciardo, peut-être que les voitures auraient peu marqué des points aujourd'hui. Et elles en sont capables. Mais McLaren est forte et Renault n'en profite pas. Le résultat de Monza est déjà loin. Trop loin même. Du côté de Toro Rosso, ça aurait pu avoir un autre résultat à Singapour. Surtout avec la prestation incroyable de Pierre Gasly. Il commence à prendre le dessus sur une ligne Viat en même pas 3 courses. Et ça, c'est tant mieux pour lui. Et c'est de bon augure. D'ailleurs, pour Viat, c'était compliqué dans cette course. Beaucoup compliqué. Racing 0 point. Voilà. Alfa Romeo, on en a parlé avec Giovinazzi qui a mené la course et qui a sûrement sauvé sa place pour 2020. Et même les 10 secondes pour avoir mis en danger les commissaires pendant la safety car. Honnêtement, il est un peu chanceux de ce côté-là. Mais, comme Toro Rosso, Alpha aurait pu avoir un autre résultat si Kimi s'était pas fait harponner par Torpedo. Oh, et là, je termine avec 2 cas particuliers. As qui n'est plus riche en énergie et qui a ses pilotes qui se sont fait remarquer avec les Williams. Bon, Grosjean et Russell, on en a parlé. Mais Kevin Magnussen qui termine derrière Robert Kubica. Sans commentaire. On a quand même eu une bonne course pour Singapour. Bon, pas à casser des briques, mais ça a mis du temps à partir. On a une bonne stratégie, surprise même, et un vainqueur qu'on envoyait déjà à la retraite. Un peu comme Kimi Räikkönen dans son temps. Eh ouais.
Et pour la note globale de la course, ça sera un 7 sur 10 pour ma part. Peut-être que vous aurez mis plus, peut-être que vous aurez mis moins, n'hésitez pas à commenter, vous êtes les bienvenus. Des réactions, les classements pilotes et constructeurs. Côté pilote, Lewis Hamilton mène toujours la course avec 296 points devant Valtteri Bottas. Charles Leclerc et Max Verstappen à égalité de points, mais c'est le Monégasque qui passe devant. Sébastien Vettel le 5ème. Pierre Gasly assure toujours un petit confort face à Carlos Sainz. Derrière, Daniel Kvyat et Nico Hülkenberg en deuxième partie du tableau sont à 33 points, suivi par Lando Norris et Kimi Raikkonen avec 31 points. Robert Kubica a toujours son point d'Allemagne, peut-être plus pour longtemps, et George Russell est toujours à 0. De côté constructeur, Mercedes est 727 points, Ferrari 394, Red Bull 289, 200 points d'avance sur McLaren, c'est toujours possible. Il y a 22 points d'écart avec Renault. Derrière, Toro Rosso, Racing Point, Alfa Romeo, Haas et Williams. Il n'y a pas eu vraiment de changement côté constructeur. Ça va pas durer vu que l'appel d'Alfa Romeo sur la disqualification du Grand Prix d'Allemagne, c'est pour bientôt. On l'a oublié, mais c'est pour bientôt. On verra ce que dira la FIA. Et ça pourrait jouer. Ça pourrait jouer. Attention. Et tout de suite, c'est l'heure de la revue de presse. Alors non, je suis pas Jérôme de Verdière, on n'est pas sûr par les premières. Ça se saurait, franchement. Même si on a le même budget, ça se saurait. Et on va commencer déjà avec des nouvelles pour le plateau 2020, puisque Haas a confirmé Romain Grosjean et Kevin Magnussen pour 2020. Continuité, stabilité au programme pour l'équipe américaine, déjà qui a perdu Rich Energy en début de semaine, qui vit une saison qui est très compliquée. On change pas une équipe qui gagne en fait. On change pas. Eh ben mon pote. Par contre, il y en a un qui rigole pas, c'est Nico Hülkenberg. Bah, lui, plus ça va, plus il se rapproche de la sortie. Je vais pas vous refaire la blague sur roue libre, hein. Je crois qu'ils ont déjà assez bouffé pour ça, les copains. Mais bon, blague à part, Nico Hülkenberg, voilà, on l'envoyait tous chez Haas et finalement, il a dans le Haas. Alors, il y aurait Alfa Romeo qui serait aussi possible. Mais vu la performance de Giovinazzi et il y a aussi le soutien de Ferrari via Mattia Binotto, ça s'annonce compliqué, même si Hülkenberg et Fred Vasseur se connaissent très bien. Ça va être un peu compliqué pour le pilote allemand. Au pire, il y a Williams, vu que Robert Kubica a annoncé qu'il quittait l'équipe de Groove en fin de saison. Mais bon, on va pas se mentir, Hülkenberg n'ira pas chez Williams, à moins d'un coup de théâtre. Ou alors, il faudrait qu'il arrive un malheur à Nicolas Latifi. Vu que c'est Latifi qui va remplacer Hülkenberg, vu que c'est Latifi qui va remplacer Kubica chez Williams. Ah bah tu sais, quand t'as une mallette d'argent, c'est open bar chez Williams. Bah vous avez qu'à essayer, vous verrez. Alors, il y a plusieurs plans B pour Hülkenberg. Soit la Formule E, puisqu'apparemment on leur été approché par plusieurs équipes, dont Jaguar. D'ailleurs, c'est marrant puisqu'on a envoyé Grosjean chez Jaguar en Formule E. Ça pourrait être l'inverse finalement. Ou bien, il y a l'IndyCar. Et honnêtement, ça commence à faire beaucoup de pilotes de F1 qui passent par l'IndyCar. Un petit peu trop même. Enfin, Hülkenberg à suivre. On reste toujours sur le plateau 2020, vu que Helmut Marko a confirmé Daniel Kvyat chez Toro Rosso, mais en interne. Et en externe aussi. Hein. On va pas se mentir, hein, vu les pilotes Red Bull qui se bousculent au portillon pour accéder à la Formule 1. Ils sont nombreux, il n'y a personne. Et du côté de Red Bull, eh bien c'est bien simple, ça se joue entre Alexander Albon et Alexander Albon. Ah bah non, au vu des résultats du Thaïlandais, en fait, je vais vous dire une grosse connerie, très absurde. Vraiment la grosse connerie quoi. Je me demande si la rétrogradation de Pierre Gasly en cours de saison n'était pas programmée, mais depuis longtemps. Peut-être même aux essais, quand malheureusement le pilote normand est sorti de la piste, que Helmut Marko a dit ouais c'est ta faute, et qu'après la rétrogradation, ouais je pense qu'il a été victime, il n'a pas réussi à se relever mentalement de ce qui s'est passé en hiver. Déjà Helmut Marko il devrait aller consulter, hein, pour un docteur. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est très con.
C'est très con ce que je vous dis sur la rétrogradation programmée de Gasly. Mais n'empêche, quand on voit les 2 6e places et la 5e place d'Albon en 3 courses, bah en fait, je pense qu'il a le même matériel que Verstappen finalement. De ce que Gasly n'avait pas. Si, il avait eu une fois le même matériel, mais c'était en Autriche. C'était à la maison, c'était pour faire bien. C'est quand même bizarre. Et donc, on aura une réponse entre le Grand Prix du Mexique et le Grand Prix des États-Unis. Mais, faut pas oublier quand même que Gasly s'est montré à l'instant à Singapour et à Marina Bay. Et je sais qu'il ne reste plus beaucoup de courses. Je bafouille. Il ne reste plus beaucoup de courses pour refaire la même. Pour montrer à Helmut Marko qu'il a fait une grosse connerie, l'Autrichien. De toute façon, à la base, c'était une grosse connerie tout court. Et il y a un point sur lequel je vais m'étaler. Alors ça, c'est une rumeur qui a commencé à courir entre Monza et Singapour. C'est le format des qualifications qui pourrait changer en 2021. Nouveau règlement, nouveau bouleversement, grosse évolution majeure. Et donc les qualifications pourraient en faire les frais. En fait, ce format de 2021 pourrait être testé sur 3 courses l'année prochaine. Ce format, dont je vais vous expliquer en quoi il consiste, il y a déjà eu des échos dans le paddock, et Sebastian Vettel et Lewis Hamilton sont sur la même longueur d'onde. Et oui, puisqu'ils disent que le format qui a été présenté est une grosse connerie. En fait, l'idée retenue serait une course qualificative le samedi, dont la grille serait déterminée par le classement des championnats dans l'ordre inverse. Ça veut dire que actuellement Hamilton est en tête du classement, George Russell est dernier. Et ben la course de samedi, cette course qualificative, ça donnerait Russell en pole, Hamilton dernier. Comprenez-vous? Non? Tant mieux. Ça serait une course qui pourrait durer entre 15 et 20 tours et dont le résultat donnerait la grille du dimanche. Tout ça parce que la Q3 à Monza était grotesque et que bien avant tout ça, il était question de redonner un peu de spectacle à la Formule 1. Quand on voit les courses qui s'alignent depuis l'Autriche, je pense qu'on n'a pas besoin. En attendant ce format de course qualificative le samedi pour la course du dimanche, moi je dis non. Je dis non. Et quand c'est non. On change pas un format parce qu'il s'est passé un moment ridicule pendant 5 minutes. Ok, les spectateurs sur place ont payé cher pour voir une qualif mouvementée et finalement voir une connerie pareille. Je suis d'accord, hein, ça plaît pas, surtout au prix des billets pour un Grand Prix de Formule 1. Mais bon, c'est pas parce qu'il y a eu ça qu'il faut tout révolutionner. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Bah tiens, est-ce que vous vous souvenez des éliminations directes en 2016? 2 courses et au revoir. Aucun intérêt. En plus, ça a été fait à l'improviste total. Encore pire. L'époque Bernie Ecclestone, ça nous rappelle des souvenirs. Et puis moi qui connais que le format actuel, qui est en place depuis 2006, c'est pour vous dire que ça fait longtemps que je suis à Formule 1, 2005. Moi qui ne connais que ce format actuel, je trouve qu'il est bon. Il a connu des modifications parce qu'on a vu plusieurs équipes entre deux. Mais je peux faire le rapprochement entre cette idée absurde qu'on nous propose pour 2021 et ce qui s'est fait à une époque dans le GT3. À l'époque où j'ai commencé à suivre le GT, c'était en 2011-2012. Merci GSB. Et à cette époque, on avait déjà une course qualificative le samedi pour la course du dimanche. Et la grille de cette course qualificative se faisait par une qualification. Ce système a été abandonné très rapidement parce que trop complexe. Oui, parce que tu fais une qualification pour une course, pour déterminer une grille pour une autre course. Tu t'en sors plus.
Et puis franchement, la Formule 1 est en train de se compliquer la chose pour rien. Il se complique la vie. Oui, parce que regarde, tu as mis une course qualificative le samedi, t'es terminé par un classement. Bon, d'accord. Mais il faut faire un règlement pour ça. Il faut quoi? Il faut quoi comme moteur? Il faut quoi comme composant du moteur? Il faut quoi comme pneus? Est-ce qu'on fait des arrêts au stand? Il se passe quoi en cas d'abandon? En cas de pénalité? C'est pas une grosse idée de merde ça des fois? Par pitié, j'espère que cela ne se fera pas et que les pilotes et les fans, attention, faut pas oublier les fans, j'espère que les pilotes et les fans seront écoutés et j'espère parce que sérieusement, on n'a pas besoin de changer ce format, on a besoin de rien changer. Et quand vous avez deux champions du monde qui vous disent que cette idée c'est une grosse connerie, ça vaut tous les discours. Et c'est après ce coup de gueule que cette vidéo se termine. Merci à vous de l'avoir suivi. Le prochain Grand Prix, ça arrive dès dimanche. C'est le Grand Prix de Russie à Sochi dans le parc olympique. J'espère vous revoir très vite. La vidéo, vous la partagez, vous la commentez, libre à vous. Le débriefing, c'est sur Twitter, sur YouTube, sur le site internet. Tout est en description et même en fin de vidéo. En tout cas, merci à vous. C'était le débriefing de Formula. Merci, bravo et à bientôt.